Il a qualifié l'enfant de « trop jeune pour compter ». Puis l'enfant a ouvert son iPad. La salle d'audience était étrangement calme lorsque Caleb Bryant, 12 ans, franchit les lourdes portes en bois, leur gonds grinçant doucement sous le poids d'une histoire que la plupart des gens présents dans ce bâtiment ne comprendraient jamais. Les petites baskets du garçon grinçaient sur le sol ciré, un bruit aigu et déplacé, comme une question à laquelle personne ne voulait répondre. La grandeur de la salle d'audience fédérale se dressait au-dessus et autour de lui. D'imposants murs d'acajou, des piliers de pierre, des emblèmes dorés gravés de l'illusion de la justice. Il paraissait trop petit pour l'espace, un enfant englouti par un système trop vaste et trop froid pour jamais le voir clairement. Les têtes se tournèrent, des juges en robe, des avocats feuilletant d'épais dossiers, des journalistes le regard rivé sur leurs écrans et leurs bloc-notes, et même l'huissier, un homme dont le visage n'avait pas changé d'expression depuis plus de 2 décennies, s'arrêta à mi-chemin. Tous les regards suivirent les pas prudents de Caleb, tandis qu'il traversait l'allée, dépassait les rangées de spectateurs et se glissait discrètement au dernier rang. Personne ne demanda qui il était, il le savait déjà. Les murmures avaient commencé 2 jours plus tôt, lorsque son nom était apparu sur une liste provisoire de témoins soumise tardivement par la défense. Un enfant, cité sans contexte, sans explication. Les couloirs du tribunal bourdonnèrent depuis. Personne ne comprenait pourquoi Kendrick, l'avocat de la défense connu pour son acharnement et sa méticulosité, convoquait un enfant de 12 ans à la barre. Personne ne comprenait ce que cet enfant pouvait bien offrir qui n'avait pas déjà été enterré ou expurgé. Caleb ne semblait pas gêné par leurs questions. Son expression restait indéchiffrable, vide mais pas perdue. Ses yeux sombres scrutaient la salle comme s'ils absorbaient tout, les visages, l'attention, les vérités non dites. Il serrait un vieil iPad contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un objet sacré et non de la tablette fissurée et d'occasion qu'il semblait être. Son costume, 2 tailles, trop grand et visiblement emprunté, pendait sur sa silhouette frêle. Une couture d'épaule retombait juste assez pour laisser apparaître le contour d'un col effiloché. Pourtant, il était assis avec une dignité tranquille, comme s'il n'avait pas besoin de ce costume pour être dans cette pièce, comme si c'était déjà le cas. À la barre des témoins se trouvait le docteur Harold Mix, médecin légiste dont les qualifications avaient été lues à voix haute pendant près de 10 minutes. Sa voix était calme, son ton calculé, tandis qu'il décrivait l'angle des blessures par balle, les supposés mouvements brusques de la victime et la perception raisonnable de la menace du policier qui avait appuyé sur la détente. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception de ses paroles et de quelques grattements de stylo. Le jury, composé de 10 hommes blancs et de 2 femmes de couleur, était assis immobile, les yeux rivés sur l'homme qui faisait du meurtre une procédure. De l'autre côté de la salle était assis Gregory Vaughn, l'ancien sergent de police dont le casier judiciaire avait été impeccable sur le papier. Il affichait une expression calme, mais ce n'était pas le calme qu'il fallait. Non pas la paix d'un innocent, mais la confiance de quelqu'un à qui l'on avait assuré que tout irait bien. Un homme dont les mains reposaient à plat sur la table, comme pour montrer son contrôle, comme pour défier quiconque de remettre en question la version de la vérité qu'il leur avait déjà transmise. Il portait son uniforme le premier jour, non pas par obligation, mais parce qu'il le pouvait. Et comme le juge ne s'y opposait pas, il le conservait. Un signal discret à la salle, je suis toujours ce que j'étais. Elijah Bryant, le frère aîné de Caleb, avait 19 ans lorsqu'il est mort. Désarmé. 2 balles dans le dos ont été tirées lors de ce que l'agent Vaughn a présenté comme un contrôle routier qui a mal tourné. Le rapport de Vaughn détaillait une course-poursuite, un comportement erratique, un objet brillant. Les images de la caméra embarquée, diffusées tardivement et largement censurées, ont été coupées juste avant les coups de feu. Les images de la caméra piéton avaient été qualifiées de corrompues. Le rapport du coroner a qualifié la mort d'Elijah de usage justifié de la force, sur la base du même récit. Il n'y avait eu aucune protestation, pas de tollé.
juste un nom de plus sur une liste qui s'allongeait, un autre corps brun enfoui discrètement sous des couches de paperasse et d'excuses. Mais la famille Bryant avait refusé de le laisser tomber dans l'oubli. Jordan Bryant, leur père, était un homme discret avant la mort d'Elijah. Éboueur municipal, veuf, il croyait aux structures et aux sacrifices. Après la mort de sa femme d'un cancer 5 ans plus tôt, il avait fait des doubles journées pour subvenir à ses besoins et assurer la scolarité de ses 2 fils. Il n'avait jamais fait de politique. Il n'avait jamais élevé la voix lors des réunions du conseil municipal, ni brandi de pancarte en signe de protestation. Mais la mort d'Elijah avait brisé quelque chose en lui. Le soir où il avait reçu l'appel, la voix mécanique lui annonçant que son fils était parti, il n'avait pas pleuré. Il était resté dans le salon, les yeux rivés au sol, et avait murmuré que ce n'était pas fini. Dans les semaines qui ont suivi, Jordan a commencé à tout rassembler. Relevés téléphoniques, témoignages, rapports d'hôpital. Il posait des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Les portes se sont fermées, les appels sont restés sans réponse. Et lorsqu'il a finalement trouvé quelqu'un qui l'a écouté, l'avocat Miles Kendrick, c'est parce que Kendrick savait ce que Jordan venait d'apprendre. Personne ne vous rend justice. Il faut la construire soi-même, pièce par pièce, et parfois, on se casse les mains en chemin. Kendrick avait été une étoile montante, un brillant juriste sorti-major de sa promotion. Mais il avait choisi la défense publique, choisi de représenter ceux que le système essayait d'oublier. Ce choix lui avait valu des ennemis. Sa dernière affaire, un procès pour violation des droits civiques contre un shérif du comté de Monroe, avait failli lui coûter sa licence après que son équipe eût été accusée à tort de falsification de preuves. Il n'avait pas peur des longs combats. Il redoutait les combats discrets, ceux où tout le monde prétendait que justice avait été rendue. Ensemble, lui et Jordan avaient passé 1 an à monter le dossier. Entretien avec d'anciens policiers qui avaient quitté la police en silence. Capture d'écran de messages supprimés. Une piste numérique, bien que fragile, commençait à relier Vaughn à un ensemble de fautes professionnelles. Preuves disparues, rapports falsifiés, accusations fabriquées de toutes pièces. Pourtant, rien de tout cela n'avait de poids. Pas dans une salle d'audience comme celle-ci. Pas sous l'ombre du juge Evan Callister. Le juge Callister avait été nommé 3 ans plus tôt par le gouverneur, un homme dont la campagne de réélection avait vanté sa politique de résistance à la criminalité et son soutien indéfectible aux forces de l'ordre. Callister était irréprochable sur le papier, pas de scandale, pas de controverse. Mais Kendrick avait décelé la tendance. Les décisions de Callister penchaient toujours d'une certaine manière. Les affaires de violence policière se terminaient souvent de la même manière, classées sans suite, reportées ou en faveur de l'État. Kendrick ne fut pas surpris lorsque Callister fut assigné. Il s'y attendait. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'était l'agressivité avec laquelle le juge allait s'y prendre pour vider leur dossier de sa substance. Lors des audiences préliminaires, les requêtes de Kendrick visant à inclure des témoins de moralité furent rejetées. La demande de la défense d'effectuer une seconde autopsie, payée par Jordan de sa poche, a été qualifiée de superflue et préjudiciable. Le juge a rejeté presque toutes les requêtes avec une célérité éprouvée, citant des précédents que Kendrick savait mal appliquer. Même le langage utilisé au tribunal semblait taillé sur mesure pour aseptiser les actes de Vaughn. L'expression « interaction fatale » a été privilégiée au détriment de « fusillade ». L'expression « menace perçue » a remplacé « suspect non armé ». Chaque mot, chaque décision était un fil conducteur pour un récit bien précis. Lorsque les témoignages ont commencé ce matin-là, Caleb observait depuis le dernier rang. Ses doigts agrippaient le bord de son iPad, non par peur, mais avec la patience de quelqu'un qui savait que son heure n'était pas encore venue. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à son père, assis tranquillement au premier rang, les yeux rivés sur le témoin. Le visage de Jordan était gravé dans la pierre, indéchiffrable, imperturbable. Il avait fallu tout pour en arriver là.
chaque dollar, chaque faveur, chaque once de détermination. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air ce matin-là, quelque chose d'anormal. Tous les témoins cités par l'accusation déposaient leur témoignage avec la même cadence, le même détachement clinique. Leurs paroles semblaient répétées, mémorisées. Lorsque Kendrick les pressait, ils hésitèrent juste assez longtemps pour s'en apercevoir. Les objections étaient immédiates, soutenues. Chaque ligne de questionnement qui frôlait le danger était étouffée avant même d'avoir atteint son but. Le juge leva à peine les... Dans le couloir, le personnel du tribunal chuchotait. Une stagiaire mentionnait avoir vu un témoin de la défense escorté par la sécurité la veille. Une autre jurait avoir entendu un procureur qualifier Kendrick de mort-né. Les rumeurs de preuves falsifiées tournaient comme de la fumée. Un technicien affirmait que la chaîne de possession des vêtements d'Elijah avait été rompue. Un greffier remarqua des anomalies dans les enregistrements d'horodatage de la caméra embarquée. Mais rien n'était consigné au procès-verbal. Rien n'avait franchi le marteau de Callister. Dans la salle d'audience, Caleb était assis, immobile. Il n'avait pas encore été appelé. Personne ne lui avait rien demandé. Mais le poids de ce qu'il transportait palpitait comme un battement de cœur sous l'écran fissuré de son iPad. Ce n'était pas seulement une information. C'était autre chose. Quelque chose que la salle d'audience n'avait pas encore vu. Et même s'il n'était qu'un enfant, vêtu d'un costume d'emprunt, écrasé par les plafonds, les jugements et les lois qui fléchissaient rarement pour des garçons comme lui, il y avait quelque chose d'inébranlable dans sa façon d'être assis. Il attendait, silencieux, patient, observateur. 2 semaines avant que Caleb ne pose les pieds dans cette salle d'audience étouffante, quelque chose s'était produit dans les couloirs sombres et silencieux du centre pour mineurs de Linwood, quelque chose de si crucial, de si explosif, que son silence était presque violent en soi. Au cœur de tout cela se trouvait un nom que personne n'avait prononcé à voix haute depuis des semaines. Pas depuis que les gros titres avaient changé, pas depuis que sa mort avait été enfouie sous la paperasse et les falsifications. Elijah Vaughn. Elijah n'avait pas toujours été un martyr, ni un gros titre, ni l'objet de débats chuchotés. Autrefois, il n'avait été qu'un garçon essayant d'éviter les ennuis, jonglant entre l'école, 2 boulots, et la pression constante de veiller sur son jeune frère dans un monde qui semblait déterminé à les engloutir. Cet équilibre fragile s'est rompu le jour où un contrôle de routine s'est transformé en piège. À peine arrivé à l'école ce matin-là, l'agent Vaughn l'a pris à part, l'air indéchiffrable, le ton trop calme. Ils ont trouvé le sac dans son sac à dos, soigneusement rangé entre les manuels et la carte d'anniversaire dessinée à la main par son frère. Personne ne l'a cru lorsqu'il a affirmé que ce n'était pas le sien. Les accusations ont été rapides. Les menottes encore plus rapides. À Linwood, il a rencontré M. Ross, grisonnant, silencieux, toujours à pousser sa serpillière dans l'ombre comme s'il balayait plus que de la poussière. Il avait le regard profond de quelqu'un qui en avait trop vu et qui n'avait plus aucune patience pour l'injustice. C'était le genre d'homme qui remarquait les détails que la plupart des gens ignoraient. Le tremblement des mains d'Elijah quand personne ne regardait, les ecchymoses subtiles sur les garçons qui prétendaient être tombés, la façon dont le personnel riait parfois un peu trop fort lorsqu'un enfant était emmené pour discipline. Ross a tout vu, mais il ne parlait pas, sauf si cela comptait. Pendant des semaines, Elijah garda la tête basse, les lèvres pincées. Mais Ross voyait au-delà du silence. Ils s'étaient croisés un soir alors qu'Elijah rangeait après une bagarre à la cafétéria. Ross lui avait discrètement tendu une poche de glace, puis s'était attardé juste assez longtemps pour murmurer une question, à peine audible par-dessus le vacillement des lumières. Quelque chose sur ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Elijah ne répondit pas tout de suite. Mais quelque chose dans la voix de Ross, dans son silence, fit éclater la vérité quelques jours plus tard, dans un murmure, derrière la porte d'un débarras. Ross ne dit rien au début, se contenta d'acquiescer. Quelques jours plus tard,
Il tendit à Elijah une clé USB enveloppée dans un morceau de flanelle comme s'il était en or. Dessus, la vérité était là, crue, intacte et accablante. Des images de sécurité filmées dans un coin non surveillé du parking du commissariat. Vaughn seul ouvrait la boîte à gants de sa voiture de patrouille, en sortait un petit sac plastique et le glissait dans un sac à dos qui n'était visiblement pas le sien. Pas de caméra corporelle, pas de témoin, juste les gestes méthodiques d'un homme qui avait déjà commis l'infraction. L'horodatage ne mentait pas. Les images ne clignotaient pas. Ross avait dit une chose à Elijah, ne jamais prononcer son nom, ne jamais mentionner la source. Il disait que la justice ne se présente pas toujours sous un insigne ou une robe, et que parfois, la seule façon de protéger la vérité était d'en enterrer les racines. Elijah ne la remettait pas en question. Il a téléchargé le fichier sur un cloud sécurisé, caché derrière un mot de passe de 16 caractères que seule une autre personne sur Terre connaissait. Caleb, son petit frère, le garçon qui croyait encore aux super-héros. 2 jours plus tard, Elijah avait disparu. Délit de fuite, disait-il. Aucune piste, aucun témoin, aucune caméra n'avait filmé l'instant. Il pleuvait cette nuit-là. Les rapports disaient qu'il n'aurait pas dû se promener seul, qu'il était peut-être distrait. Mais Caleb savait que ce n'était pas le cas. Ross savait que ce n'était pas le cas. Et lorsque Ross fut retrouvé le lendemain matin, face contre terre dans le vestiaire du concierge, le crâne fracturé, une chute accidentelle, comme il l'appelait. Les caméras de cette partie du bâtiment étaient mystérieusement en maintenance. 2 personnes réduites au silence. Et le dossier? Intact. Non ouvert? En attente. De retour dans la salle d'audience, le 5e jour du procès s'ouvrit en grinçant comme le début d'une guerre que personne n'avait prévue. La voix de Kendrick brisa le silence pesant lorsqu'il appela Caleb. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Des murmures montèrent comme la vapeur dans une bouilloire sur le point de bouillir. Caleb s'avança, la tablette dans ses petites mains paraissant trop lourde, trop adulte. Il y avait une énergie nerveuse dans sa démarche, mais pas de peur. Quelque chose de plus stable l'avait remplacé, la détermination. Le procureur ricana, assez fort pour être entendu par les 2 premiers rangs, trop jeune pour avoir de l'importance, marmonna-t-il d'un ton dédaigneux, jetant un regard au juge comme si c'était une perte de temps. Un enfant ne devrait pas se trouver à proximité d'une salle d'audience, et encore moins y témoigner. Mais Kendrick ne broncha pas. Il baissa les yeux vers Caleb, ses yeux lui offrant une permission silencieuse. Et Caleb, déglutissant difficilement, tapota l'iPad pour l'allumer. L'écran s'alluma. Des dossiers bordaient l'écran d'accueil comme des sentinelles silencieuses. Son pouce ne resta qu'une seconde avant d'appuyer sur un dossier intitulé en blanc. A Beatruth. Pas de musique. Pas de transition sophistiquée. Juste un fichier vidéo brut et silencieux, nommé avec une date et une heure. Il appuya dessus et la salle changea. La salle d'audience, déjà tendue après des jours de gymnastique juridique et de témoignages creux, se pencha soudain en avant. La vidéo était nette. L'agent Vaughn se tenait à côté de sa voiture de patrouille, les yeux scrutant le terrain vide. L'angle de la caméra était légèrement surélevé, granuleux mais stable. Il fouilla dans la boîte à gants, en sortit un petit sac transparent, jeta un nouveau coup d'œil autour de lui, puis se pencha pour ouvrir un sac à dos, celui d'Elijah. Ses mouvements étaient répétés, calculés. Il disparut ensuite de l'écran pendant 5 secondes avant de revenir et d'allumer sa caméra piéton. L'horodatage brillait au bas de la vidéo comme un fantôme qui ne voulait pas être enterré. Les téléphones vibrèrent. Un journaliste laissa tomber son stylo. Même les jurés, sommés de ne pas réagir, restèrent figés. Le marteau du juge Callister s'abattit comme le tonnerre, sa voix aboya par-dessus le chaos. Il ordonna que les images soient rayées du procès-verbal, ordonna au jury de ne pas tenir compte de ce qu'ils avaient vu. Irrecevable, affirma-t-il. Aucune chaîne de possession, aucune validation. Cela aurait pu être modifié, cela aurait pu être n'importe quoi. Mais tout le monde savait.
La vérité avait atterri dans la salle comme un missile. L'atmosphère changea. Les journalistes se bousculèrent pour publier leurs déclarations. Les spectateurs haltèrent. Une femme au dernier rang se mit à pleurer doucement, ses sanglots ravagés par le calme qui régnait dans la salle. Kendrick tenta de parler, mais le juge le coupa de nouveau, élevant la voix pour garder la parole. « À l'ordre », exigea-t-il. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. À l'extérieur du tribunal, les caméras commencèrent à braquer leurs regards, non seulement sur Kendrick ou la défense, mais aussi sur Caleb, sur le garçon qui n'aurait pas dû compter, qui avait fait capoter le procès avec un dossier portant les initiales de son frère décédé. Personne ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. La vérité avait été vue. Cela seul avait changé les enjeux. À l'intérieur, le juge suspendit la séance, le visage pâle sous sa robe. L'accusation se démenait, chuchotant dans les coins, visiblement secouée. Et Caleb, il retourna s'asseoir à côté de Kendrick, tenant toujours l'iPad, les yeux clairs, sans larmes. Il ne sourit pas. Il ne jubilait pas. Il attendait, comme Elijah. À l'extérieur du tribunal, les protestations qui s'étaient atténuées au cours de la semaine recommencèrent à s'intensifier, les téléphones capturant l'instant en boucle, les images tournant en boucle sur les réseaux clandestins. Peu importait que ce soit irrecevable. Devant l'opinion publique, c'était explosif. Et quelque part, loin de la salle d'audience, dans un serveur de stockage contenant encore plus d'informations que quiconque ne le pensait, les métadonnées du fichier pulsaient comme une horloge, fragments de conversations enfouis, journaux cachés et noms encore inconnus. Elijah n'avait pas laissé qu'un seul fichier. Il avait laissé des miettes de pain. Ce n'était que le premier. La véritable guerre ne faisait que commencer. Ce soir-là, alors que la salle d'audience se vidait et que les échos de la révélation de Caleb persistaient comme de la fumée, le monde au-delà du palais de justice commença à s'embrouiller. Quelque part derrière les épais rideaux de velours des bureaux du gouvernement et des cabinets d'avocats financés par les campagnes électorales, la roue du déni commença à tourner. Le bureau du gouverneur publia une déclaration laconique et calculée en quelques heures. Les images présentées au tribunal, affirmait-il, étaient de la désinformation deepfake, destinée à déstabiliser les procédures judiciaires en cours et à éroder la confiance du public dans les forces de l'ordre. Les mots étaient tranchants, cliniques et répétés mot pour mot sur toutes les grandes chaînes avant l'heure du dîner. Sur une chaîne, un commentateur politique qualifia la vidéo de « dangereuse invention ». Lors d'une autre table ronde, un panel a débattu de la santé mentale de Caleb, invoquant traumatisme et manipulation. Aucun média n'a remis en question la nécessité pour un enfant de falsifier la vérité. Plus tard dans la nuit, le bureau de Kendrick a été vandalisé. Les portes d'entrée vitrées, renforcées pour résister aux intempéries et au temps, ont été brisées avec une précision chirurgicale. Les dossiers à l'intérieur, des dizaines, étaient éparpillés, déchirés, mais rien de précieux ne semblait avoir disparu. Il s'agissait d'un message, pas d'un cambriolage. Les caméras de sécurité du bâtiment, auparavant fiables, étaient apparemment en maintenance programmée au moment de l'incident. Aucune vidéo, aucun suspect, juste un avertissement discret lancé dans le chaos. Kendrick n'avait pas besoin de lire entre les lignes avaient été écrites pour lui bien avant qu'il ne prenne cette affaire. À minuit, Caleb et son père n'étaient plus dans la planque qui leur avait été initialement assignée. Quelques heures plus tôt, Kendrick avait reçu un appel de l'agent Monroe Price. Un ami de longue date, un enquêteur fédéral noir avec plus de 2 décennies de résistance silencieuse à son actif. Price avait vu suffisamment de corruption pour savoir quand la marée était sur le point de submerger quelqu'un. Il surveillait le pourrissement systémique de Linwood depuis des années, bien avant Elijah, bien avant Vaughn. Il était resté silencieux, attendant le moment où la vérité pourrait être exploitée sans être enterrée. Ce soir-là n'était pas ce moment. Ce soir-là, c'était la survie. Kendrick ne protesta pas. Il ne posa pas de questions lorsque Monroe les redirigea. Il hocha simplement la tête et s'éloigna. Jordan, le père de Caleb, avança plus vite.
Son instinct aiguisé par des années dans l'armée, il prit le commandement dès qu'ils atteignirent la ruelle derrière le bureau de Kendrick. En quelques minutes, ils abandonnèrent le véhicule officiel et s'installèrent dans un SUV non immatriculé que Monroe avait acquis des semaines plus tôt. Un vieux Tahoe bleu marine aux vitres teintées et sans GPS. Kendrick s'attendait à ce que la planque se trouve dans une ville voisine. Au lieu de cela, ils ont roulé 3 heures vers le nord jusqu'à une ferme délabrée qui appartenait à l'un des plus anciens contacts de Monroe, un homme qui lui devait une faveur suite à une affaire passée qui n'a jamais été portée devant le tribunal. La maison était cachée sous de grands pins, entourée de kilomètres de champs envahis par la végétation et de routes de gravier trop étroites pour les camions de surveillance. C'était le genre d'endroit où l'on n'avait pas vu de drone depuis des années. Caleb regardait par la fenêtre pendant qu'il roulait, l'air indéchiffrable, son silence encore plus pesant, pas de questions, pas de panique, juste un garçon qui encaissait le poids de ce qu'on était prêt à faire pour enterrer la vérité de son frère. Mais même Monroe ne pouvait pas arrêter la suite. Au lever du soleil, le procureur général de l'État avait émis une directive d'urgence. Monroe Price était dessaisi de l'affaire, avec effet immédiat. Aucune raison fournie. Aucun appel n'était possible. La directive était signée par un sénateur ayant des liens de longue date avec le Fonds de défense juridique de Vaughan, un homme qui avait discrètement fait aboutir 3 affaires précédentes, pour faute grave, à des accords scellés. Price avait reçu l'ordre par courriel crypté. Il l'avait lu une fois, avait fermé son ordinateur portable et n'avait rien dit. Le matin même, une ordonnance de non-publication avait été émise par le juge Callister. Kendrick s'est vu interdire de faire à nouveau référence à la vidéo au tribunal, de citer de nouveaux témoins liés à son origine et surtout de parler de Caleb autrement que comme d'un membre de la famille ayant une importance émotionnelle. En marge de l'avertissement officiel, une note manuscrite était coupée avec les initiales du juge « Poursuivez et vous risquez la radiation du barreau ». Kendrick était assis à son bureau dans la pièce empruntée au sous-sol de la planque, relisant la lettre à la faible lumière d'une lampe de bureau. Ses doigts tremblaient, non pas de peur, mais de fureur. Il avait déjà observé ce schéma. 10 mois plus tôt, il avait soumis l'ensemble des preuves, y compris les images révélées par Caleb, au tribunal de district de l'État. À l'époque, elles étaient accompagnées de déclarations sous serment, d'horodatage et de registres de la chaîne de possession. Kendrick avait suivi scrupuleusement le protocole. Des semaines passèrent sans qu'aucun accusé de réception ne soit reçu. Puis vint le cambriolage. Sa maison impeccable, intacte à l'exception d'un tiroir de son bureau privé, celui qui contenait le disque dur externe. Rien d'autre n'avait été volé. Aucun tiroir n'avait été fouillé. Aucune pièce n'avait été dérangée. Seulement ce disque. Il avait déposé un rapport. Quelques jours plus tard, le juge présidant l'enquête ordonnait le classement sans suite pour des raisons d'intérêt public et de sécurité. C'est à ce moment-là que Kendrick comprit que le jeu ne se jouait pas dans les salles d'audience. Il se jouait dans l'ombre. Des mois plus tard, cette même ombre se profilait à nouveau, cette fois avec Caleb au centre, le garçon qui avait fissuré le mur, le garçon qui s'était tenu devant un tribunal rempli d'inconnus et avait livré une vérité que des hommes adultes avaient trop peur de dire. Il n'était plus un enfant, il était une menace, et les menaces étaient toujours traitées. Cette nuit-là, la planque fut attaquée. C'était en un clin d'œil. Trop rapide pour une hésitation, trop silencieux pour une alarme. Un SUV noir aux plaques d'immatriculation masquées s'arrêta près de la limite des arbres. 3 silhouettes en tenue banalisée franchirent la clôture et se dirigèrent vers la fenêtre latérale munie de silencieux. Ils n'étaient pas venus pour les effrayer. Ils étaient venus pour les anéantir. Mais Jordan Massey n'était pas homme à attendre que le danger se présente. À la seconde où les capteurs du périmètre du système de secours qu'il avait lui-même installé se déclenchèrent, il se mit en mouvement. Il attrapa Caleb, jeta un sac de sport pré-rempli sur son épaule
et ouvrit d'un coup de pied la sortie de la cave côté sud. Kendrick eut à peine le temps de les rattraper que Jordan les guida vers un véhicule leur à 2 pâtés de maison de là, un vieux pick-up rouillé que Monroe avait acheté précisément pour cette raison. Ils ne s'arrêtèrent pas pour respirer. Ils ne s'arrêtèrent pas pour pleurer. Ils avancèrent, tout simplement. Le lendemain matin, Kendrick entra au tribunal, la mâchoire serrée et les yeux injectés de sang. Il ne portait pas de dossier, il ne triait pas de papier. Lorsque l'huissier rouvrit la salle, il se leva, non pas pour citer un témoin, mais pour s'adresser directement au tribunal. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était lente et posée, ni provocatrice, ni émotionnelle, simplement claire. Il rappela au tribunal que la justice n'était pas un complice du pouvoir, que lorsque des preuves réelles, vérifiées et accablantes étaient écartées sous le couvert de la complaisance, le tribunal devenait complice. Qu'un enfant, contraint de se cacher pour avoir dit la vérité, ne devait pas être une note de bas de page dans un drame judiciaire, mais un titre à la une de tous les journaux. Il déclara sans détour que l'intégrité du tribunal était prise en otage, non par la défense, mais par la machinerie qui opérait en dehors de ses murs. Une machinerie construite pour protéger des hommes comme Vaughn et faire taire des garçons comme Elijah. Il termina par une phrase. « Si dire la vérité me coûte ce tribunal, alors ce tribunal n'a jamais été digne de la vérité. » Sur ces mots, Kendrick recula, ni vaincu, ni réduit au silence, mais ferme, et le silence qui suivit ne fut pas vain. C'était le son de la peur qui perdait pied. « Je parlerai, même si cela me coûte ma licence. » La voix de Kendrick résonna dans la salle d'audience non pas par défi, mais par une conviction inébranlable. Son ton était ferme, posé, comme un homme marchant sur un fil au-dessus du feu et refusant de baisser les yeux. Des années de lutte silencieuse l'avaient conduit à ce moment. Mais désormais, il n'y avait plus de place pour la prudence. Ces mots portaient le poids de nuits blanches, d'une confiance trahie et d'une décennie de travail invisible. Nous n'avons pas que des preuves, nous avons des noms, nous avons des chronologies, nous avons un système pourri jusqu'à la moelle, bâti sur la répression des jeunes noirs et la protection des badges. Le marteau du juge Callister claqua comme le tonnerre, sa voix s'élevant en signe de protestation. Mais Kendrick ne s'arrêta pas. Son attention était rivée, non pas sur le juge, mais sur la salle, les visages qui avaient baissé les yeux, maintenant obligés de lever les yeux. Il savait que certains voyaient encore là du théâtre, mais pour Kendrick, c'était la dernière tranchée. Il sentait la gravité peser sur sa poitrine, le risque ronger sa carrière comme un feu lent, mais il s'y laissa aller. La vérité était plus importante que sa plaque signalétique accrochée au mur. « Je soumets pour enregistrement une déclaration sous serment de l'agent du FBI Monroe Price, » poursuivit-il en soulevant un dossier scellé, désormais réaffecté sous protestation, détaillant l'obstruction à la justice par le procureur général de l'État, l'ordre illégal du gouverneur de détruire des preuves et la suppression d'une enquête fédérale sur les fautes professionnelles répétées du sergent Vaughn, qui s'étendait sur plus d'une décennie. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Quelqu'un laissa tomber un stylo. La sténographe marqua une pause, retenant son souffle sans s'en rendre compte. Les journalistes s'empressèrent de régler leur micro. Derrière Kendrick, Caleb se tenait lentement, tenant l'iPad qui avait transformé un procès en jugement. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de la vidéo du visage tuméfié et carbonisé d'Elijah, la voix brisée alors qu'il racontait le moment où sa vie lui avait été volée. Des doigts tremblants, Caleb navigua vers un dossier caché. Elijah avait passé des années à le constituer, des nuits blanches à chuchoter dans son téléphone, à subtiliser des dossiers à des agents qui lui avaient autrefois fait confiance, à enregistrer des conversations avec des adolescents en larmes enfermés dans des cellules de garde à vue pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Les archives étaient vastes. Fichiers audio, documents, déclarations sous serment scannées, mémos interceptés, bugs de caméra corporelle qui n'en étaient pas,
et messages d'agents démissionnaires ou réduits au silence. Des témoignages d'anciens détenus, certains à peine plus âgés que Caleb, décrivant les coups, les menaces, l'isolement. Cryptés, dupliqués, protégés par des pare-feux et des sauvegardes distribuées. D'un seul geste, Kendrick a versé l'intégralité des archives au dossier judiciaire, puis un autre. Une copie miroir a été envoyée à un collectif de journalistes indépendants, d'avocats des droits civiques et d'organismes de surveillance de la justice, instantanément sauvegardée et diffusée via un portail public. Un portail créé par Elijah lui-même dans les dernières semaines précédant sa mort, codé entre 2 séances de chimiothérapie, à l'abri des regards indiscrets, avec pour seul libellé « Si je ne peux pas parler ». Le juge Callister a ordonné un ajournement. Mais cette fois, le mât